Bonjour à tous, merci beaucoup de nous accueillir. Donc, moi, je travaille à La Talente, je suis éditeur, je m'appelle Yann Olivier et je partage la fonction éditoriale avec Mireille Rivalan et Denis Detraz. Bonjour, Emma Chabot, je suis en charge de la communication et du numérique à La Talente. La Talente est une librairie et une maison d'édition fondée par Pierre Michaud, respectivement en 79 puis 89, qui lui-même, au moment de partir à la retraite en 2012, a décidé de léguer son entreprise à ses salariés. Donc depuis 2012, on est une SCOP, donc Maison d'édition indépendante nantaise. Que dire? Donc la SCOP, elle appartient à ses 8 salariés et à 3 collaborateurs extérieurs que sont un traducteur, un auteur et un directeur d'ouvrage. Tout à fait, et puis comme on le voit à la fois ici et dans le fait que des gens sont déjà partis, on publie principalement de la littérature populaire de genre. Donc voilà. Mais du coup, c'est la deuxième fois sur l'intégralité de la tournée que nous sommes invités à venir présenter notre rentrée littéraire. Et du coup, on a prévu spécifiquement une rentrée dans laquelle des lecteurs de genre comme des libraires ou des lecteurs plutôt de littérature générale pourraient se retrouver. En tout cas, c'est notre ambition et c'est ce qu'on va vous présenter maintenant. De Becky Chambers. Becky Chambers, c'est une autrice américaine qui fait partie de ces nouveaux auteurs qui ont su renouveler le genre de l'ASF. Pour preuve, elle a reçu la plus haute distinction des prix littéraires dédiés à la science-fiction pour sa série Les Voyageurs. C'est le prix Hugo en 2019. Oui, tout à fait. Elle intègre énormément l'intime dans des environnements et des futurs proches ou lointains. Et du coup, elle va jouer sur les questionnements contemporains les plus profonds pour les mettre en scène dans des avenirs dans lesquels ils ne seraient par exemple plus problématiques. Le meilleur exemple de ça, c'est la sélection du psaume, du coup un psaume pour les recyclés sauvages, qui est le livre que nous publions en septembre. Donc le 18 septembre, le 15 septembre, pardon, le 15 septembre de cette année. Du coup, le psaume est nommé au prix Stonewall cette année, qui est le prix qui récompense les meilleurs livres mettant la représentation LGBTQIA+, en avant. Donc le psaume, c'est exactement ce que je recherche moi personnellement dans la SF. C'est-à-dire c'est de la science-fiction qui nous projette dans un avenir dans lequel on peut vraiment souhaiter vivre. Ce n'est pas juste un avenir plausible, comme certains livres de hard SF peuvent nous présenter. Là, on est dans un avenir dans lequel nous allons souhaiter vivre, dans lequel on va dépasser l'ensemble des difficultés qui nous font face pour en découvrir des nouvelles. Se dire que ce que nous vivons actuellement a une porte de sortie. C'est vraiment extrêmement important à mes yeux. Et du coup, comment on a fait ça dans le psaume? Eh bien, tout simplement en faisant un pas de côté. Alors, auparavant, ces livres étaient principalement dans l'espace, pour montrer l'humanité qui se déploie, mais on sait que cela peut choquer certaines personnes en littérature générale. Et du coup, là, ce n'est pas du tout le cas. On est sur un monde, alors du coup, ce n'est pas exactement le nôtre, puisqu'elle a eu la nécessité de faire un petit pas de côté pour pouvoir être non pas prisonnière de l'intégralité de tous nos problèmes, notamment de ne pas mettre des noms sur les nationalismes qui peuvent nous miner ou des conflits spécifiques. Mais du coup, elle met en scène dans un monde qui ressemble entièrement au nôtre, dans un futur assez proche, l'humanité qui a résolu l'intégralité de ses problèmes. Alors, on parle du réchauffement climatique, des discriminations sociales, racistes, sur les orientations sexuelles, sur le patriarcat. Et du coup, elle montre que dans un tel monde, il restera des conflits et il restera des histoires
il restera des lignes narratives, il restera de l'insatisfaction. Et c'est profondément merveilleux de voir ça se mettre en place. Donc, pour rappeler rapidement l'histoire, du coup, on va suivre Dex, qui est moine de thé, c'est-à-dire que son travail, c'est de passer de communauté en communauté pour distribuer un breuvage après avoir écouté les problèmes des personnes qui veulent venir comme se confesser ou juste parler à Dex. Et du coup, après avoir analysé les problèmes, alors on parle de problèmes vraiment très quotidiens, une peine de cœur, un problème au travail, une fatigue anormale à cause d'un accouchement, un deuil, tout à fait. Et elle va trouver le breuvage exact, l'infusion spécifique pour ce moment. Et dans le parcours de Dex, à un moment, Yael va tomber sur Omphale, qui est un robot qui vient qui est bloqué dans la nature. Enfin, l'ensemble des robots sont partis dans la nature il y a longtemps. Alors, je vais faire plus rapide, c'est ça? Très bien. En clair, il y a quelques siècles, les robots ont décidé de partir de leur côté. C'est-à-dire qu'ils ont acquis la conscience et on leur a proposé la citoyenneté. Ils ont dit bah non, ça va aller, merci. Du coup, la planète a été divisée en deux. D'un côté, l'humanité, de l'autre, toutes les autres espèces. Et du coup, d'où cette citation, même cette limite-là semblait folle, et pourtant, rien qu'imposer cette limite était déjà une victoire. Et du coup, il y a longtemps, ces robots ont fait une promesse, c'était de revenir voir de quoi l'humanité avait-elle besoin. Et du coup, pendant l'ensemble de ce périple de Dex et Omphale, ils vont discuter pour essayer de découvrir de quoi l'humanité a-t-elle besoin. Donc, très rapidement, l'une des grandes forces de ce texte, c'est de nous montrer un monde soutenable. Un monde dans lequel on pourrait se projeter, dans lequel on pourrait se dire que avoir ce téléphone, par exemple, c'est pas une honte, parce que même si on en a besoin au quotidien dans nos vies, il est réparable, il est fait pour l'intégralité de notre vie, il est pensé pour durer, comme tout ce qui ne peut être recyclé doit être pensé pour durer. Et montrer que nous pouvons créer un monde dans lequel cela est possible est une force gigantesque. Et surtout, c'est un livre qui nous fait souffler. C'est un superbe texte. D'ailleurs, le petit mot du début de Becky, c'est pour vous qui avez besoin de souffler. Exactement. Et on en a fait le mojo de notre rentrée littéraire, tout à fait. Et du coup, on va pouvoir passer au suivant. C'est ça, les jumeaux du paradoxe. Exactement. La première fois que j'ai entendu parler de ce texte, c'est Denis, mon collègue, qui arrive dans l'open space et qui dit « Hey Yann, j'ai lu ton livre rose, là, et j'ai trouvé ça super. » Bah ouais, c'était un bouquin que j'ai découvert chez Clash Books, qui est un tout petit éditeur new-yorkais, qui fait d'habitude principalement de la poésie et de l'horreur un peu trash. Jamais je ne lis leurs textes en me disant je vais pouvoir avoir quelque chose à mettre sous la dent pour la boîte. C'était vraiment par plaisir. Et puis du coup, je tombe sur ce livre qui est... alors, si Becky Chambers est tout ce que je recherche, les jumeaux du paradoxe, c'est tout ce qui me happe, tout ce qui me ferre. C'est-à-dire que là, on est sur un livre étrange, dans lequel on va jusqu'à poser les questionnements même de réalité, de liaison dans l'ensemble du récit. On se pose des questions. Il y a du jeu même à l'intérieur de tout ça. Et c'est vraiment très fort. Du coup, très rapidement, pourquoi les jumeaux du paradoxe? Parce que ça vient du paradoxe des jumeaux, qui est un paradoxe qui vient de Einstein. Et très très rapidement, en clair, quand on prend un jumeau et qu'on en prend un deuxième, qu'on le met dans un vaisseau spatial alors que l'autre reste sur Terre et qui va très très vite, et qu'à un moment, je sais pas, il part 6 ans, il revient sur Terre. Quand il revient, celui qui était dans le vaisseau spatial, comme il allait extrêmement vite, a vieilli moins vite. Il a vécu moins de temps que son frère sur Terre. Et du coup, Joshua Chaplinski, dans Les jumeaux du paradoxe, fait un peu une analogie en mettant en scène deux frères.
L'un est parti de la ville natale et a réussi tout dans sa vie. Il écrit des super livres qui se vendent à des milliers d'exemplaires. Il a une super femme, il a plein d'enfants, enfin tout va bien. Et en face, il y a son frère qui est resté dans leur ville d'enfance, qui s'occupe de leur père malade, qui est prof de chimie, un petit côté Walter White dans Breaking Bad. Et du coup, qui a un peu d'embonpoint. Et c'est comme ça qu'il a mis un peu en scène ce paradoxe. Tout à fait. Et du coup, l'histoire en elle-même est, malgré tout ce qu'on a dit sur le paradoxe des jumeaux et Einstein, quasiment absent de SF. C'est notre texte le plus transgenre qu'on pourrait, je pense, avoir vu dans plein d'autres maisons d'édition qui ne feraient pas de genre, puisque le seul événement surnaturel, c'est que une fois le décès de leur père, ils se rejoignent dans la maison familiale historique. Ils vont se redécouvrir, du coup, voir qu'ils ne se ressemblent plus, eux qui ont toujours pensé que leur frère ressemblait à la personne qu'ils avaient dans le miroir. Et du coup, l'un d'eux va voir leur père dans le costume de spationaute de 2001 Odyssée de l'espace revenir une nuit. C'est, avec le fait que leur mère l'a vu aussi, le seul événement surnaturel du roman. Mais la question de l'étrange derrière, c'est comment cela est traité. On va avoir 3 narrateurs principaux, que vont être le premier jumeau, le deuxième jumeau, sachant que chacun des deux a écrit son autobiographie autour de cette histoire, puisque bien sûr cette histoire va s'envenimer et prendre énormément de proportions. Donc les deux ont écrit leur autobiographie. En fait, pour être exact, le premier étant auteur à la base, eh bien, il va écrire son autobiographie, et l'autre, voyant que l'autre a complètement menti, ou en tout cas à son goût, eh bien, il va écrire lui aussi son autobiographie. Et il va aussi y avoir une troisième autobiographie, qui est celle de la voisine de leur père, qui a découvert le cadavre. Mais ce n'est pas suffisant, puisqu'en fait, ce livre est un collage de l'intégralité de ces 3 textes, découpant de façon temporelle ce livre pour essayer d'avoir une ligne narrative dans laquelle il y aurait une vérité. En tout cas, la vérité de celui qui fait le collage, qui est le 4e narrateur et qui n'apparaît qu'en note de bas de page, et au final, dans cette création, dans ce collage, et dans les quelques ajouts au-delà de ces 3 textes, l'ensemble de ce métatexte se crée, se dévoile. Il y a un côté ludique aussi là-dedans qui peut nous faire penser à des textes allant de La Maison des Feuilles à Vente à la criée du lot 49 ou Journal intime de Chuck Palahniuk. Enfin, voilà, on est sur ce genre de texte. Je l'ai mise là, en fait, ma feuille, tout simplement. Et du coup, l'ensemble de ce jeu, de ces fils narratifs qui se tissent, forme un portrait d'une famille dysfonctionnelle et qui essaye de se retrouver autour, et qui va échouer, autour de cet événement surnaturel, ou en tout cas, certains pensent que le fantôme est vraiment apparu, d'autres non. Et du coup, ça va être toute l'histoire de ce texte. Et le 3e titre qu'on vous présente, c'est Composite d'Olivier Paquet. Dans ce livre-là, on est dans la suite des Machines Fantômes, donc qui est son précédent livre. Je dirais plutôt une œuvre miroir. Oui, c'est ça, c'est une œuvre miroir. C'est pas vraiment une suite, mais on a la même obsession que dans les Machines Fantômes. Dans les Machines Fantômes, il y avait toute l'intégration de ce que peut devenir une intelligence artificielle, les intelligences artificielles de façon générale, dans un avenir proche. Lui n'aime pas ce terme, il parle de machines, d'où le texte précédent, les machines fantômes. Et du coup, là, à l'époque, on s'inquiétait de que peuvent faire des intelligences artificielles à qui l'on ordonne ou l'on demande de faire du mal, ou plus simplement, en fait, de ne pas servir la société, mais un seul individu. Alors que dans Composite, on est sur complètement autre chose, puisque là, ça va être la question de
que se passe-t-il si les intelligences artificielles nous souhaitent du bien? Et du coup, qu'est-ce que ça va être pour une intelligence artificielle, pour une de ces machines, que le bien pour l'humanité, pour la société, pour les gens, de façon générale? Et du coup, l'ensemble de ce roman va s'orienter sur une course-poursuite, une recherche dans les données, dans l'Internet, de l'existence de ces intelligences et de la compréhension de leurs plans. Puisqu'on va suivre Esther, qui est à la fois archiviste et archéologue, dont le travail, dans un avenir proche, donc on est en 2035, est de reproduire des événements, des lieux tels qu'ils ont été dans le passé. Reproduire des paysages, reproduire des places historiques. Et pour cela, elle a une autorisation spéciale étatique de fouiller dans nos téléphones, de fouiller dans le cloud, de fouiller dans nos données, pour pouvoir sortir des vieilles photos des années 2010, des années 2020, pour pouvoir en tirer le paysage. Elle se fiche de qui il y a dessus. Elle, ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il y a derrière. Cette espèce de plante Exactement. Qui est en fond d'écran, par exemple. Tout à fait. Et du coup, le deuxième, le moment problématique, ça va être quand elle va se rendre compte que face à elle, elle a un de ses souvenirs. En fait, elle voit la terrasse de son enfance, la terrasse de pendant le confinement. Elle s'en souvient très bien. Et elle se souvient suffisamment bien, puisqu'elle était sûre que son père faisait pousser des plantes sur cette terrasse. Et là, il n'y en a pas. Et du coup, elle va, dans une incompréhension totale, partir à la recherche de ce qui a modifié ce souvenir, ce qui a modifié cette photo, cette vidéo, et pour que, dans l'intégralité des données, dans l'intégralité de l'Internet, il n'y ait finalement plus aucune trace des plantes de ses parents. Et du coup, on va se poser même la question de mais est-ce que c'est si important ? Est-ce que se plonger à corps perdu dans cette recherche est si important ? Elle va croiser le chemin d'un policier qui lui traque des pédocriminels sur Internet grâce à des intelligences artificielles. Et du coup, ensemble, ils vont tenter de trouver l'origine de ces souvenirs qui se dématérialisent. L'une de ses grandes forces à Olivier dans Composite, c'est le fait de digérer au final des événements récents et de les mettre pas en scène, mais comme un souvenir, comme un miroir, de voir ce qui va en rester dans 10, dans 15, dans 20 ans. C'est quoi le confinement pour quelqu'un qui était adolescente et qui maintenant a 35 ans ? Et du coup, tenter d'imaginer, comme des archéologies du futur, comme dirait Frédéric Jameson, voilà, tenter de trouver un avenir plausible dans lequel l'ensemble de nos souvenirs, alors là, il va remettre en scène, plutôt digérer et tenter de montrer dans une histoire proche l'influence de la prise du Capitole par les partisans de Trump lors de l'élection de Biden. Il va y avoir le mouvement des Gilets jaunes, il va y avoir du coup aussi le confinement. Et voilà, montrer quel impact ces événements vont avoir dans un futur proche. Et voilà. Donc ces trois textes sont défendus par nous, par le CDE. Et en relation libraire, vous avez pour le psaume et pour Composite, Julien Guéry qui est juste derrière, et Christophe Grossi pour les jumeaux du paradoxe. Vas-y. Rien de plus. C'est parfait. Merci mille fois de nous avoir écoutés. Très bonne journée.